Les travaux de construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville vont démarrer. La première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Culte de Nord Africa, a posé la première pierre aujourd'hui en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et nous sommes à J-2 de la visite du chef de l'État dans le district des Savanes. Les populations sont à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement. Nous retrouverons nos reporters sur place pour voir ces préparatifs. Le président Barack Obama est depuis hier en Afrique du Sud. Il a co-animé ce matin une conférence de presse avec son homologue sud-africain Jacob Zuma. Pour Barack Obama, Nelson Mandela est une inspiration. Et puis finale CAN Rugby 2013, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Elle a battu le Maroc 18-15. Et comme chaque samedi, pour la page culture, nous aurons avec nous M. Isaïe Biton Coulibaly, il est déjà là, écrivain ivoirien, auteur de plusieurs nouvelles et romans. Avec lui, nous parlerons de son dernier roman, Le jour de demain. Ce sera dans une trentaine de minutes. Merci à vous de choisir le journal du RTI 1. Bienvenue à vous. Le district des Savanes accueille le président de la République, Alassane Ouattara, le mardi 2 juillet prochain. Il ne reste donc que 2 jours et le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour les derniers réglages. On sillonne les villes, les villages pour mobiliser les populations. Dans la région de la Bagoué, les populations s'impatientent déjà d'accueillir le chef de l'État. Suivons ce reportage de Jeanne Toubi. De Boundiali, Kolia, Bon, Kouto, Akasséré, jusqu'à Tengrela. La visite du président de la République dans la région de la Bagoué est au centre de toutes les discussions. Les cadres et élus de ces différentes localités multiplient réunions d'information et affinent leur stratégie de mobilisation. Les populations sont sensibilisées, des tournées sont en cours pour la mobilisation, pour faire de la venue du président dans notre région une fête populaire. Il faut dire, on remercie le président de la République qui nous donne l'occasion de le féliciter parce que depuis l'élection, on ne l'avait pas encore reçu dans notre localité. Tout le monde est conscient que l'arrivée du chef de l'État doit être une totale réussite à Kouto. Et nous nous y attelons. Je vais nous avez toutes les réalisations qui sont en cours actuellement dans le département. Bien sûr, il y a des doléances qui ne manqueront pas d'être faites. Mais déjà pour ce qui est fait, je pense qu'il faut être beaucoup reconnaissant au chef de l'État. Cette visite du président de la République dans la région de la Bagoué est entrevue comme historique et elle suscite chez toutes les populations beaucoup d'enthousiasme. Ces populations se convainquent de l'idée que c'est enfin le temps des solutions à tout ce que cette vaste région connaît comme problèmes qui ont freiné son essor. Nous sommes confrontés, en tout cas à Kasséré, à de nombreux problèmes. 1. Le problème d'accès. Il n'y a quasiment pas de route. Deuxième problème, c'est celui du logement. Une grande partie de la commune baigne dans l'obscurité. Ici, dans toute la commune, si on peut compter, peut-être c'est peut-être 5 poteaux pour l'électrification communale. Encore un problème important, c'est l'absence d'établissement bancaire. Ici, pour tout fonctionnaire qui est dans le besoin, il faut qu'il se rende à Korogo ou bien Bondiali. Compte tenu de l'état de la route, compte tenu aussi de la distance, vraiment, nous souhaitons que vraiment pour la commune, qu'il ait au moins un établissement pour éviter tout risque. D'une localité à une autre dans la région de la Bagoué, les problèmes sont les mêmes, les attentes des populations aussi. Et si chaque ville espère qu'Alassane Ouattara apporte la solution à ces problèmes, il est aussi que chacune d'elles se prépare pour mobiliser le maximum de population à l'accueil du président de la République. Et notre enjeu ici, c'est démontrer son attachement à Alassane Ouattara. Reprofilage, bitumage, toutes les villes sont donc en chantier. Notre reporter Alvor Assa a suivi les travaux d'embellissement de la ville de Korogo. Je pense qu'avec tout ce que nous avons ici aujourd'hui, nous allons demain avoir une ville qui va attirer beaucoup de personnes qui viendront, que ce soit pour le tourisme, mais les gens qui viendront pour investir donc dans la région, dans l'agro-industrie, etc. Donc c'est vraiment un nouvel essor pour Korogo.
Korogo, la capitale de la région du Poro, est en chantier. Les rues principales sont bitumées à plus de 80% selon Ziba Blaise, directeur technique de l'une des entreprises en charge des travaux. Et les travaux se poursuivent jour et nuit avant l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara. En plus du bitumage des rues, les carrefours de Korogo ont depuis quelques jours le feu tricolore, donnant de nouvelles habitudes aux populations. Et ces travaux, qui s'étendent dans les autres localités des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo, sont appréciés par la direction générale du Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Nous nous sommes rendus compte que les travaux de Pointe-à-Temps, donc d'entretien de la chaussée, vont bon train. Les 3 entreprises qui ont été évidemment choisies pour faire ces travaux-là avancent bien. Nous avons relevé quelques retards sur le tronçon Tafiré-Ferké. L'entreprise nous a donné les assurances que ces travaux seront achevés. Pour les travaux qui ne sont pas encore achevés ou qui ne pourront pas l'être avant l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara, ils vont se poursuivre après, rassure le directeur général du BNET Krakofi. Nous allons poursuivre les travaux jusqu'à la fin du mandat du président. À Korogo, selon le maire Amadou Gon Koulibaly, le président de la République Alassane Ouattara pourra découvrir les nouvelles et belles rues de Korogo comme celle du quartier Soba, la rue qui mène à l'aéroport naturellement et surtout l'avenue William Tolbert qui de jour comme de nuit est agréable à pratiquer. Et comme vous le voyez, les villes du district des Savanes font leur toilette pour accueillir le chef de l'État le mardi prochain. À Korogo, Boundiali et Ferke-Sédougou, c'est la traque aux ordures, nous dit Michel Digré. La traque aux ordures dans la région des Savanes commence dès le lever du jour. Par petits groupes, les éboueurs sont à la tâche sur toutes les artères de la ville de Korogo. L'État doit aider. Le ministère, à travers l'ANASU, a fait appel à des opérateurs pour l'enlèvement des ordures, le curage des caniveaux, le désherbage et le balayage des grandes artères et les plateformes. À Boundiali, l'activité est intense sur le site de déversement des ordures. La ville fait sa toilette avant l'arrivée du chef de l'État. À Ferké, le ministre de l'Environnement donne les dernières consignes pour que la cité soit débarrassée de tous ses déchets. Les populations à tenir leur environnement propre. Mais les populations doivent commencer elles-mêmes par tenir leur environnement propre. Donc c'est le message que j'ai eu à passer aux préfets et aux maires, qu'ils impliquent les populations, que chacun balaye devant sa porte, que chacun enlève les herbes devant sa porte et devant sa clôture, de telle sorte qu'au moment où le président va arriver, ces villes-là soient présentables. C'est ce travail qui va être fait au niveau de toutes les villes que nous avons visitées. Les préfets et les maires sont impliqués, vont sensibiliser les populations, les chefs de communauté, et je pense que d'ici quelques jours, les villes auront un autre visage et je pense que nous sommes sur la bonne voie. En principe, nous devons être fin prêts à l'arrivée du président de la République. Au-delà de cette opération ponctuelle, le ministre Alakwadio Rémy entend pérenniser les actions en faveur de l'amélioration du cadre de vie des populations de la région des Savanes. Et je rappelle que c'est le mardi 2 juillet que le président Alassane Ouattara se rendra dans le district des Savanes pour une visite d'État. Le groupe RTI a pris toutes les dispositions pour assurer la retransmission des différentes étapes de cette visite. Je vous l'annonçais en début de journal, les travaux de construction de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville vont démarrer. La première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, a procédé à la pose de la première pierre ce matin. Le président de la République, Alassane Ouattara, et plusieurs personnalités ont assisté à la cérémonie. Retour sur l'événement avec Viviane Aïmer. Bingerville, reconnaissante, a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et à la première dame, Dominique Ouattara, pour les nombreuses réalisations qui s'opèrent sous leur impulsion dans sa cité. La voie centrale qui dessert la commune est en train d'être réhabilitée sur une bonne longueur. Toutes les voies dégradées de l'ancienne ville coloniale ont été bitumées. La première dame Dominique Ouattara a offert la réfection de la piscine municipale. Cette fois-ci, c'est un hôpital moderne, aux normes internationales. Le premier hôpital mère-enfant de Côte d'Ivoire et le premier hôpital du genre dans toute la sous-région ouest-africaine que cette commune se prépare à recevoir.
Ce sont donc des populations comblées qui ont dit merci au président de la République Alassane Ouattara et à son épouse, la première dame Dominique Ouattara, par la voix tout d'abord du premier des citoyens de cette commune, le maire Begré Dioma. Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsque nous avons appris votre arrivée avec votre épouse, tout Bingerville a dansé et a sauté de joie, car nous savons que votre cœur bat aussi pour les causes nobles. Les Bingervillois se souviennent que vous avez été le seul candidat à leur rendre visite lors de la campagne présidentielle. Comme le dit un adage bien connu de chez nous, les pieds ne vont pas où le cœur n'y est pas. Mais aussi par les voix de ceux-là même à qui cet hôpital est destiné. En premier lieu, les enfants, représentés par un jeune garçon de 11 ans. Maman Dominique, vous voulez réaliser un hôpital pour nos mamans et pour nous, vos chers enfants. C'est un grand bonheur pour nous. Cela montre une fois encore votre amour pour nous, vos enfants. 1000 fois merci, maman Dominique, et sache que nous t'aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Les femmes, représentées par une des leurs. Maman Dominique, qui se ressemble, s'assemble. Et comme notre papa Ouattara, quand vous dites, vous le faites. Et cela confirme cet autre adage populaire qui dit que derrière un grand homme se trouve une grande femme. Avec votre grand cœur de mère, vous rendez plus d'une femme heureuse. C'est sur le site même sur lequel sera construit cet hôpital mère-enfant que s'est déroulée la cérémonie. C'est un terrain de 3 hectares offert par la chefferie villageoise de Bingerville. Le bâtiment de l'hôpital occupera une superficie de 11 500 mètres carrés. Il sera doté d'équipements perfectionnés qui permettront de soigner de nombreux types de maladies. L'hôpital aura une capacité d'hospitalisation de 100 lits. Il comportera divers aménagements techniques modernes de sorte qu'il sera possible, à titre d'exemple, aux papas qui le désirent d'assister à l'accouchement de leurs enfants, etc. Cet hôpital sera une réalisation 100% ivoirienne. Le programme de conception a été élaboré par un comité médical constitué par des médecins ivoiriens. Le maître d'œuvre de l'ouvrage, qui a remporté l'appel d'offres international, est un consortium ivoirien qui rassemble des talents nationaux, architectes et constructeurs. La réalisation de l'ouvrage va offrir du travail aux PME de Côte d'Ivoire. Les travaux de construction à forte intensité de main-d'œuvre seront réservés en priorité aux jeunes de Bingerville. Devant tant d'opportunités qu'offre la réalisation de cet ouvrage, les populations de Bingerville ont crié en bloc à la ministre de la Santé Raymonde Goudou Kofi leur désir de voir l'hôpital mère-enfant de Bingerville être baptisé hôpital mère-enfant Dominique Ouattara. De nombreuses personnalités étaient présentes pour marquer leur soutien à cet important projet. Présidents d'institutions, membres du gouvernement, membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, présidents de sociétés, mais aussi des personnalités venues de l'extérieur. La princesse Ira de Fürstenberg, marraine de la fondation Children of Africa, l'ancien ministre français Douste Blazy, actuel président de l'UNITED, une structure des Nations Unies, le professeur Alain Deloche, président de la chaîne de l'espoir. Dans une adresse chargée d'émotion, la première dame Dominique Ouattara a salué l'accomplissement de son rêve, associant toutes les personnes qui ont soutenu son projet en l'aidant à se concrétiser. À la pose de la première pierre de l'hôpital mère-enfant, j'ai le sentiment que nous consacrons une lutte à laquelle la Fondation s'est profondément investie depuis sa création, celle de l'accès des populations vulnérables à des soins sanitaires de qualité. Pour ce faire, la Fondation a sollicité la générosité de nos donateurs
lesquels ont immédiatement fait preuve d'un magnifique élan de solidarité. Je voudrais les remercier. J'ai d'ailleurs demandé à mes amis, venez, docteur Son, venez, avec Sylvia, venez. Je vais vous demander de les applaudir bien fort. Également les médecins, parce qu'ils le méritent. Ils ont travaillé bénévolement pendant 18 mois. Donc avec le docteur Son, qui est chef de projet, et la directrice, Madame Sylvia Anoma. Voilà, je vous demande de les saluer bien fort. Et s'il avait habitué les Ivoiriens à une grande réserve sur sa vie personnelle, le président de la République n'a pu se retenir. Il a rendu hommage à son épouse. Je viens soutenir ma chère femme, Dominique, pour le lancement des travaux de l'hôpital, maintenant je peux dire l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara. Ce projet lui tient à cœur depuis de nombreuses années. Oui, bien avant que nous soyons aux affaires, déjà à Washington et ensuite à Paris, elle avait toujours indiqué qu'elle voulait faire plus pour les enfants, ce qu'elle fait depuis de nombreuses années, mais qu'elle souhaitait associer ses sœurs, les mères, et ce projet est formidable. Dominique, félicitations de cette marque de générosité. Vous savez, je pourrais passer des heures à parler de Dominique, mais je voudrais dire à quel point elle est généreuse. Cet hôpital de mère-enfant, l'hôpital Dominique Ouattara, est un témoignage nouveau de sa grande générosité. Je voudrais vous dire à quel point moi j'en suis fier. Je suis fier parce que c'est le premier hôpital du genre en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique de l'Ouest. Quand on voit le détail du projet, car chaque matin au réveil, elle a son projet en main, et le soir, avant de dormir, elle parcourt à nouveau le projet, pour être sûr que tous les détails y sont. Et je voudrais, Dominique, te saluer pour ton engagement, pour ta générosité et l'important projet que tu as décidé de dédier, bien évidemment, aux populations de Bingerville, mais à toutes les Ivoiriennes et à tous les enfants ivoiriens. Après les allocutions, le lancement des travaux de construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville s'est effectué avec la pose de la première pierre par la première dame Dominique Ouattara. Les travaux de construction qui démarrent immédiatement vont s'effectuer sans discontinuer jusqu'à l'achèvement de l'œuvre en décembre 2014, a annoncé la présidente de la Fondation Children of Africa. 200 milliards de francs CFA pour aider le gouvernement ivoirien à résorber le déficit en eau potable. C'est la promesse faite par des partenaires financiers et techniques de la Côte d'Ivoire à l'issue d'une table sur l'eau potable. Le reportage du Gavébli. La satisfaction est grande du côté ivoirien. Environ 200 milliards de francs CFA, c'est le montant des intentions de financement annoncées par les partenaires au développement du secteur de l'eau en Côte d'Ivoire. Sollicités à hauteur de 300 milliards de francs CFA pour différents projets, les bailleurs se sont montrés bien généreux avec la partie ivoirienne. Nous nous considérons comme extrêmement satisfaits parce que c'est la première table ronde des bailleurs qui a lieu sur le sujet spécifique de l'eau après le groupe consultatif de Paris. Les premières annonces que nous avons sont vraiment au-delà de nos espérances pour commencer des travaux et à Abidjan et sur l'intérieur du pays. D'ici décembre, nous pensons que ce montant sera encore plus important. Pour le gouvernement ivoirien, il s'agit de réduire de moitié d'ici à 2015 le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable à un service d'approvisionnement en eau potable. Pour atteindre cette recommandation des objectifs du millénaire pour le développement, le taux de desserte global, actuellement de 66%, devrait passer jusqu'en 2015 à 82% pour l'eau potable. Déjà pleinement engagé dans la mise en œuvre de solutions aux problèmes d'approvisionnement en eau potable des populations,
Le gouvernement ivoirien se réjouit d'obtenir davantage de financement, ce qui permettra la réalisation d'installations de production là où elles n'existent pas et d'en construire de nouvelles là où elles sont saturées, concernées aussi bien Abidjan que l'intérieur du pays. Voilà, et cette aide des bailleurs de fonds a donc été annoncée au cours d'une table ronde suivie pour vous par Hugues Weblé. Le chef de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Arnold Akoyenou, était hier à la primature pour rencontrer le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Au menu des échanges, la réconciliation nationale, le processus de désarmement et la sécurité. On fait le point avec Gabriel Zani. C'est de routine pour le gouvernement de recevoir les patrons de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire pour faire le point des activités de la mission onusienne dans le cadre de son mandat. Ce vendredi, les deux hommes ont échangé sur plusieurs points, au nombre desquels le processus de réconciliation nationale. Nous sommes disposés, nous avons été disposés, nous le restons et nous sommes aux côtés du Premier ministre et de son gouvernement, puis pour appuyer, pour jouer les bons offices et pour que cette réconciliation se traduise dans la réalité tous les jours qui passent. Pour le Premier ministre ivoirien, l'appui de l'ONUCI reste essentiel pour le rétablissement de la paix dans la zone frontalière ivoiro-libérienne. Nous avons une coopération au niveau donc, de la zone frontalière avec le Libéria. Fort bien, vous savez que nous avons fait des actions conjointes, quadripartites, entre le Libéria, la Côte d'Ivoire, disons que la MINUD de l'autre côté et donc l'ONUCI ici. Et vous savez que bientôt, d'ailleurs, il va y avoir une rencontre au sommet, au niveau donc de nos deux chefs d'État, de Côte d'Ivoire et Mme Johnson Sirleaf, au niveau donc du Libéria, à une date qui sera donc indiquée donc ultérieurement. Voilà un dossier donc concret sur lequel nous travaillons. Daniel Kablan-Duncan a également souhaité la disponibilité de la mission pour les dernières élections. Une chose est certaine, ces rencontres permettent d'échanger des informations et de s'assurer que la coopération en Côte d'Ivoire au ONUCI est de qualité, selon le Premier ministre. L'objectif est clair, redorer l'image de la police nationale, une police désormais plus proche de la population. La nouvelle charte d'accueil et du code de déontologie de la police vient d'être présentée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. L'ambition est noble. Elle est soutenue par l'Union européenne. Lassina Ouattara pour le reportage. Derrière cette symposium de plaque de la charte d'accueil de la police nationale, tout un symbole, celui de voir une police plus courtoise, plus efficace et plus respectueuse des citoyens. Les autorités ivoiriennes ont voulu cette charte de 8 articles pour casser la mauvaise image collée à la police nationale. À côté de cette charte, un code de déontologie a été adopté et remis à la police nationale. Ces deux documents. La charte d'accueil dans les services de police est un engagement contractuel du policier avec l'usager. Ce dernier est ainsi informé de ce qu'il est en droit d'attendre du policier lorsqu'il se présente dans un commissariat. Le code de déontologie énumère les principes de base qui doivent guider le comportement du policier en toutes circonstances. Ces deux textes interviennent après que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, dit avoir été choqué par le comportement de certains policiers enregistrés en caméra cachée. Tous les niveaux hiérarchiques de la police sont concernés par ces deux textes et le ministre prévoit des visites surprises avec l'inspection générale de la police. Je voudrais que tous les policiers comprennent bien qu'il ne s'agit pas d'un coup de publicité, mais bien d'un document qui les engage personnellement. Et je l'affirme encore ici, ceux qui ne respecteront pas ces principes de base seront sanctionnés sans aucun état d'âme. Le respect scrupuleux de ces engagements doit être un facteur de reconnaissance du policier. Les usagers victimes d'infractions doivent trouver un soutien et une écoute auprès des policiers. La mise en place du code de déontologie et la charte d'accueil de la police nationale a reçu l'appui de l'Union européenne et de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI.
Le ministère des Affaires étrangères veut s'ouvrir à l'extérieur. C'est une nouvelle vision qui demande qu'un travail minutieux soit effectué. Eh bien, ce travail sera l'affaire d'un directeur de communication. Le choix du ministère des Affaires étrangères s'est porté sur l'ambassadeur Jeanne Guéé, que je vous invite à découvrir avec Christelle Menant et Gabriel Zani. Nouveau visage pour la communication et le porte-parole au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Excellence Jeanne Guéé, diplomate de carrière, occupe désormais la fonction de directrice de la communication et porte-parole du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Pour sa première prise de contact avec la presse, à l'initiative du ministre Charles Kofi Dibi, Jeanne Guéé a sollicité l'engagement de la presse dans les défis qui attendent le ministère, notamment faire de la diplomatie économique une priorité. Cette nouvelle dimension de la communication au ministère d'État, qui jusque-là n'était qu'un service, procède de la nouvelle organisation ambitieuse des affaires étrangères qui enregistre pour la première fois de son histoire 3 directions générales et une vingtaine de directions centrales et sous-directions. Nous sollicitons ce partenariat, ces relations de confiance pour que tous ensemble nous puissions accompagner le ministère d'État dans la mission essentielle que le chef de l'État lui a assignée, à savoir faire de la diplomatie économique une priorité. Aux côtés du secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, son Excellence Claude Beckett, le porte-parole, a souligné la collaboration étroite qui prévaut entre la nouvelle direction de la communication, le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG et le ministère de la Communication. Objectif de cette collaboration, promouvoir la diplomatie ivoirienne et par là même la Côte d'Ivoire aussi bien à l'international qu'auprès de la population ivoirienne. Un label de compétences vient d'être mis sur pied. Ce label est destiné aux professionnels du bâtiment et des travaux publics. Les acteurs du secteur et leurs partenaires veulent accompagner la politique d'emploi du gouvernement ivoirien. Ils l'ont indiqué au cours d'une conférence de presse suivie pour vous par Hugues Véblé. La Côte d'Ivoire est en chantier, mais de nombreuses entreprises locales n'arrivent pas à saisir les opportunités de marché qui s'offrent à elles. Mauvaise organisation, manque de personnel constitue des handicaps qui fragilisent ces structures. Elles ont été invitées par la Bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire, la BSTP Côte d'Ivoire, entité sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, à s'inscrire dans le label BSTP Côte d'Ivoire qu'elle vient de lancer en direction des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics. Nous avons choisi en ce moment bien précis le corps BTP parce que ce corps-là, il est grand pourvoyeur d'emplois. Et il peut répondre donc en ce moment bien précis aux préoccupations donc, du gouvernement de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui cherche à créer beaucoup d'emplois. Qui dit créer emploi dit comment créer cet emploi. Bon, pour créer cet emploi, la BSCP s'est dit il faudrait que nous puissions donc identifier tous ceux qui existent dans le corps BTP. Est-ce qu'ils savent faire leur métier? On prend un maçon, nous le faisons construire un box sur une certaine dimension. Au vu de certains jurys qui sont là, qui doivent savoir est-ce que le mur il est droit ou il n'est pas droit. Donc il est donc noté sur la base d'un référentiel que nous aurons défini pour le label. S'il est qualifié, à partir de ce moment-là, on lui délivre en main propre un label qui fait de lui désormais un maçon spécialisé et donc il est enregistré dans la base de données de la BSTP. Ce serait pareil pour les électriciens, pour les plombiers, pour les caroleurs et tout autre corps du métier du bâtiment. Les conditions pour décrocher le label Côte d'Ivoire qui va s'imposer comme exigence dans l'attribution des marchés feront l'objet d'une vaste concertation de tous les acteurs dans les prochaines semaines. Après la convention signée dans le cadre de ce partenariat avec le syndicat national des entrepreneurs de Côte d'Ivoire, la Bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire a rencontré le patronat en vue de définir une plateforme de travail sur le nouveau label de compétences. Le nouveau président du conseil d'administration de la MIGEFCI et les membres des organes dirigeants sont connus depuis hier. Le président élu est Soro Mamadou de la liste Solidarité et Espoir. Il s'engage à faire de la MIGEFCI un outil de solidarité au cours de son mandat qui va durer 4 ans. Le reportage de Douadi Lazer.
Le rendez-vous de l'élection du président du conseil d'administration et les membres des organes dirigeants de la mutuelle générale, des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, fixé au 28 juin par le gouvernement ivoirien, est bien respecté. Les 285 délégués sur 300 élus, le 9 juin dernier, pour défendre les causes des mutualistes, ont choisi les 10 nouveaux dirigeants de la MUJEFSI. Soro Mamadou, de la liste Solidarité Espoir, est le président du conseil d'administration, élu à l'unanimité à l'Assemblée générale du 28 juin 2013 à Abidjan. Inscrits 300, nombre de votants 262, bulletins nuls 2, abstention 11, suffrage en faveur de Solidarité Espoir 249, soit 87,33% des voix. Soro Mamadou s'engage pour les 4 années à venir à faire de la MUJEFSI un vrai outil de solidarité. Ensemble, nous relevons le défi surtout de faire en sorte que les mutualistes se réconcilient avec leurs mutuelles. Les pratiques anciennes avaient découragé les mutualistes. Oui, nous nous engageons à faire en sorte qu'effectivement ces ratios soient intégralement respectés et que la couverture que la MUJEFSI doit consacrer aux mutualistes le soit au quotidien et de façon pérenne. Le président du comité de gestion de la MUJEFSI, Bamba Karim, les représentants des ministres de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et celui de la fonction publique et de la réforme administrative ont salué l'esprit démocratique des mutualistes et invité la nouvelle équipe dirigeante à œuvrer pour le bon fonctionnement de la mutuelle. Le mandat du nouveau conseil d'administration va durer 4 ans. Soro Mamadou et son équipe doivent pendant cette période garantir l'accès aux prestations médicales et aux médicaments dans les pharmacies sur l'étendue du territoire national dans l'intérêt des 276 000 mutualistes de la mutuelle générale, des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Le président américain Barack Obama poursuit sa tournée africaine en Afrique du Sud. Il s'est entretenu ce matin avec son homologue sud-africain Jacob Zuma, une visite marquée par les questions économiques et par l'image de Nelson Mandela qui représente le président américain. Une inspiration. Pour la première fois en tant que président, Barack Obama pose le pied sur le sol sud-africain, terre natale d'un autre symbole des luttes noires, Nelson Mandela. C'est la deuxième étape de la tournée du président sur le continent. Une visite de 3 jours dont l'enjeu économique est éclipsé par l'état de santé de Madiba. Samedi, après une rencontre avec son homologue Jacob Zuma, Barack Obama a salué le héros du mouvement anti-apartheid. Cette lutte ici contre l'apartheid, pour la liberté, le courage moral de Madiba, la transformation historique de ce pays en une nation libre et démocratique a été une source d'inspiration personnelle et une source d'inspiration pour le monde. Comme Mandela, Obama a été le premier président noir de son pays. Comme Mandela, Obama a reçu le prix Nobel de la paix. Les deux hommes s'étaient rencontrés en 2005 alors que Barack Obama n'était que sénateur. Devant l'hôpital de Pretoria, les Sud-Africains prient toujours pour leur ancien chef d'État. Le président américain n'ira pas au chevet de Madiba, qui est toujours dans un état critique. L'état de l'ancien président Nelson Mandela demeure critique, mais reste stable. Le président américain a rencontré samedi des proches de Nelson Mandela. Puis Barack Obama glissera ses pas dans ceux de Madiba. Visite à Soweto, au lieu de la lutte contre l'apartheid. Et dimanche, Robben Island, au large du Cap, le bagne où Mandela a passé 18 ans de sa vie. Et c'est l'heure de la page culture qui s'ouvre avec ce projet dans le monde du cinéma ivoirien. Des acteurs du 7e art ivoirien seront bientôt célébrés. Un comité d'organisation est déjà en place pour conduire ce projet, nous dit Francis Boifo. Les acteurs du monde cinématographique ivoirien seront célébrés en décembre 2013 à Abidjan. Plusieurs parmi eux se verront attribuer des prix par le comité Les Léonards, initiateur de l'événement. Au point de presse qu'ils ont animé, les responsables du comité Les Léonards ont défini les critères de sélection des œuvres éligibles au prix. Toutes les œuvres cinématographiques de long métrage de plus de 60 minutes et de court métrage de moins de 60 minutes et les séries télé des 20 dernières années, dont la première présentation au public a eu lieu en salle de cinéma dans le cadre d'une exploitation commerciale pour les courts-métrages et pour les longs-métrages, ou une première présentation au public en salle
lors d'un festival de cinéma ou diffusé sur une chaîne de télé publique ou privée, dont plus de 50% des dialogues au moins sont en langue française ou dans une autre langue du pays, dont le producteur délégué est assuré par une société de production domiciliée en Côte d'Ivoire. Et à Élisée Yao, la présidente du comité d'organisation, d'ajouter que cette compétition s'inscrit dans le cadre de la promotion du cinéma ivoirien. Plusieurs catégories sont mises en compétition. La catégorie du meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleure musique écrite pour un film, meilleur décor, meilleur costume, meilleur son, meilleur montage, ainsi que des prix spéciaux et un prix d'honneur. Les candidats au Léonard 2013 sont invités à déposer leur production au siège du comité Les Léonards à Angré Carrefour Oscar avant le 30 septembre 2013. Nous sommes en compagnie de notre invité de la page culture, M. Isaïe Biton Coulibaly, écrivain ivoirien, auteur de plusieurs nouvelles et romans. Son dernier roman qui vient de paraître Le jour de demain est la suite de l'histoire et pourtant elle pleurait, publié en 2012. Le jour de demain, nous en parlons donc avec notre auteur, mais avant, suivons ce reportage de Beket Aliko et Léon Pro. C'était de sa communauté, Bob dépose sa soutane pour embrasser la carrière de banquier. Enveloppé par l'amour, il se marie à Blandine qui décède quelques années plus tard. Devenu veuf, Bob retourne dans sa ville natale où il devient l'objet de convoitise de la gente féminine. Une lycéenne et une religieuse s'illustrent par des affrontements pour la conquête de son cœur. Bob, lui, est dans l'embarras. Doit-il se remarier ou retourner à la vie religieuse? La réponse dans Le jour de demain. Suite logique de Et pourtant elle pleurait, deux œuvres de Isaïe Biton Coulibaly. En 275 pages, Le jour de demain est déjà disponible pour vous faire revivre cette fiction. Son auteur, Isaïe Biton Coulibaly, s'active pour sa dédicace. Voilà, merci beaucoup, M. Biton Isaïe Coulibaly, d'avoir répondu à l'invitation de RTI1. Paix et joie. Voilà, Et pourtant elle pleurait. C'est Le jour de demain, c'est donc la suite de Et pourtant elle pleurait. Oui, la suite logique. La suite logique. Alors, avant de bien feuilleter ce livre, on a bien envie de vous demander, c'est toujours, je vais dire, une suite. Des romans qui laissent toujours... Non, c'est la première fois qu'il y a une suite. Et pourtant elle pleurait, le roman termine au moment où Bob Williams disparaît. Et depuis plusieurs années, il y avait une attente très forte. Que devient Bob Williams? Et voilà, Bob Williams est là. Le jour de demain est là, c'est une suite, l'apparition de Bob Williams qui revient dans son pays. Une suite est faite? Je pense qu'on va continuer encore également avec, après Le jour de demain, il y aura un autre titre. Mais c'est la première fois qu'il y a eu une suite, parce que c'est une demande très forte du public. Et donc vous avez voulu continuer l'histoire. Alors, dans la plupart de vos romans, vous dépeignez la société africaine à travers trois tableaux. Trois thèmes. Donc trois thèmes, la femme, le pouvoir et Dieu. Oui, la femme, le pouvoir et Dieu. Parce que les problèmes africains se concentrent dans la femme. Les gens disent souvent l'amour. Non, ce n'est pas l'amour, c'est la femme. La femme, c'est tout un problème. C'est pourquoi on dit que Isaïe aime écrire sur les femmes. Oui, mais ceux qui disent ça, c'est eux qui aiment les femmes, c'est eux qui aiment parler des femmes. Mais c'est vous qui leur donnez des livres. Non, je leur donne pas des livres. Qui mettaient à leur disposition des livres. Ils ne voient que dans les trois thèmes que ce thème. Hop, il y a plusieurs thèmes. Alors, quand on voit sur la page, mais c'est une femme. Oui, parce que quand on est dans un public qui ne lit pas, les Africains ne lisent pas, pour les attirer, il faut mettre ce qu'ils aiment. Ils aiment les femmes. Tous les hommes savent que les hommes africains aiment les femmes. Et quand on met les femmes, ils achètent. Mais les livres qui n'ont pas la couverture des femmes, personne ne l'achète. Oui. Voilà, mais c'est du marketing. Les gens disent souvent, ça ne marche pas, mais il faut faire quelque chose pour que ça marche. D'accord. Il faut connaître son public, il faut connaître son peuple. Le livre, alors donc, les trois thèmes, la femme. Oui, la femme, donc le pouvoir, parce que le pouvoir est très important en Afrique, parce que quand vous remarquez les Africains, du matin au soir, ils ne parlent que du pouvoir. Ils ne s'occupent pas de leurs propres problèmes, mais ils voient les problèmes de ceux qui sont en haut. Or, ils sont en bas, ici, ils peuvent se travailler eux-mêmes, faire leurs efforts, mais ils ne font que critiquer le pouvoir du matin au soir. Or, ils ont des tâches qui les attendent. Et ensuite, Dieu, le Dieu, c'est mon thème préféré d'ailleurs. Presque tous mes livres baignent dans la religiosité. Parce que pour être bien dans la vie, pour réussir dans la vie, il faut se confier à Dieu. Il faut rester en permanence accroché à Dieu, être connecté à Dieu, comme on dit. Et dans Le jour de demain, on a l'acteur principal, Bob Williams. Oui, qui revient. Qui a démissionné. Est-ce que ce n'est pas un tableau sombre
de la religion que vous présentez? Non, non, ce n'est pas un tableau sombre. Bob a démissionné aussi de la banque. Bout. Il a démissionné aussi de la banque. En fait, le premier livre, les gens ne l'ont pas bien compris et pourtant il posait le problème de la méchanceté des Africains. Les Africains, ils sont méchants et il a été prêtre, il a vu comment le milieu aussi est dangereux. Il revient banquier, il a vu que même dans la banque aussi, dans le monde civil, il y a trop de méchanceté, trop d'hypocrisie. Et il décide de démissionner. Il revient cette fois-ci. Il a compris ce qu'il faut faire pour la société africaine. Et donc, pour la suite, les lecteurs devront donc lire le jour de demain. Je vais terminer avec cet extrait à la page 275. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Alors, on lit tout simplement le jour de demain et puis on verra la suite. Merci, M. Isaïe Bitton, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je vous l'annonçais en début de journal, en sport, CAN Rugby 2013, la Côte d'Ivoire, après avoir battu l'île Maurice, les éléphants se sont donc imposés en finale de la CAN de rugby face à une excellente formation du Maroc, 18-15 pour la Côte d'Ivoire. C'est le score à la fin du match. Le résumé de Cathy Touré. Dieu a fait les exploits et cette équipe s'est appuyée sur le Seigneur et cette montagne a été déplacée. Les Ivoiriens sont en joie, c'est qu'ils reviennent de loin. Il a fallu à ces vaillants guerriers sortir tout ce qu'ils avaient dans le ventre pour venir à bout du Maroc, cet autre lion blessé. Le Maroc prend les premières initiatives et mène par 6-0 en 6 minutes de jeu. Il faut attendre 10 minutes pour voir les 3 premiers points des éléphants. Mais le Maroc enfonce le clou et oblige les Ivoiriens à réagir. Malgré l'expulsion d'un des leurs suite à une altercation, les éléphants de Côte d'Ivoire arrivent à limiter les dégâts. La pause intervient sur un avantage marocain, 12-6. Les Marocains prennent de vitesse l'adversaire en inscrivant une 4e pénalité à la reprise, 15-6. Touchés dans leur amour propre, les pachydermes barrissent. Après un travail de fond de toute l'équipe, ils confient leur destin au plus jeune du groupe, Jonathan Lowe, 20 ans, première sélection. Le jeune Jonathan transforme sans trembler les 4 pénalités qui s'offrent aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire passe à 18 contre 15. La fin de match est insoutenable. Le 15 Ivoire a le dernier mot et arrache le seul passe pour le groupe P. Un lion reste un lion, il faut sortir les griffes. Et là, ils ont compris. C'est les lions de la classe. Et là, ils l'ont compris maintenant. Voilà. Du lion et de l'éléphant, plus de doute au rugby. On sait qui est le roi. Voilà, et le roi, c'est donc la reine, c'est la Côte d'Ivoire. Merci en tout cas de votre attention. On se retrouve demain 20 h.